sur Copo & Co pour la suite de cette série consacrée à l'isolation de l'atelier. Donc c'est l'épisode numéro 2, 3. Rien n'a changé depuis la dernière fois où on s'est quitté, si ce n'est cette magnifique veste soft shell de la marque Helly Hansen. Donc voilà, je suis très contente, c'est très joli. Donc dorénavant, quand vous parlez de Copo & Co, vous pourrez dire c'est la fille avec la veste bleue magnifique. Regardez, même dedans, elle est orange mais elle était douce. Bon voilà, je suis très contente, surtout que derrière elle descend pas mal. Voilà, ça évitera d'avoir ce que vous savez quand on se penche, n'est-ce pas mes amis masculins? Et voilà, donc si vous voulez le lien, il vient de chez Oxwork. C'est un site où il y a pas mal de vêtements pro. Je vous mets le lien en dessous avec le nom de la veste, comme ça vous pouvez regarder, enfin, il y a pas mal de choses. C'était la petite aparté, car oui, je sais que pour les habitués, c'est un changement qu'il convient d'expliquer. Je reviens à l'isolation et à la dernière vidéo, vous avez été nombreux à faire des remarques sur le fait que la laine touchait les ondes, qu'il fallait changer la toiture, que la tension, vraiment... Alors, on va partir du principe, et ce serait vraiment bien que ça soit respecté, du fait que il y a une lame d'air entre la laine de verre et les ondes. Je viens de vérifier, la laine de verre ne touche pas les ondes, je viens de vérifier, j'ai laissé vraiment un espace, il y a plusieurs centimètres. Quoi vous dire d'autre? Non, je ne changerai pas cette toiture. Et voilà. Et en ce qui concerne les nuisibles, parce que ça fait aussi beaucoup parler, j'ai mis des petits grillages pour l'isolation. Mais de toute manière, quand bien même je doublais avec une toile plus petite ou autre chose, en fait, il y a plein d'endroits que je n'ai pas pu boucher et qui sont au moins aussi gros que les petits trous de grillage. Donc finalement, même si je bouge ces petits trous de grillage, les bêtes passeront par ailleurs si vraiment elles souhaitent passer ici. Donc voilà, ça va rester en l'état et je pense que de toute manière, comparé à ce qu'il y avait avant, avec donc de l'amiante, du vent, de l'air à tous les quatre chemins, c'est forcément déjà beaucoup mieux. Voilà, donc je sais que c'est pas optimum, vous le savez aussi, mais la question c'est est-ce que c'est mieux qu'avant? Et là, très clairement, rien que le fait d'avoir bouché avec la mousse expansive, je me rends bien compte que déjà c'est beaucoup mieux. Quand j'ouvre la porte, j'ai pas un courant d'air avec le dessous de mon toit. Donc voilà, je vais continuer sur cette lancée, donc c'est pas la peine de me dire que de toute manière j'écoute pas les conseils, qu'il faut que je refasse ma toiture, etc. Voilà, il faut rester aussi raisonnable dans les travaux et je ne peux pas écouter tous les conseils car tous vos conseils sont parfois divergents. Voilà. Cette petite mise au point étant faite, je continue parce que par contre dans certains commentaires, j'avais notamment Nounours10 et Flunchy68 qui m'avaient recommandé d'utiliser, plutôt que d'utiliser mes bouts de litho, d'utiliser de la ficelle ou du fil de pêche pour tenir ma laine de verre. C'est ce que je vais mettre en pratique. J'avais déjà bien envisagé de mettre de la ficelle, mais j'en avais pas assez pour faire tout mon toit. Du coup, on m'a suggéré de mettre du fil de pêche, et j'en ai du assez gros pour les lignes de carnassier. Donc je vais tenter l'expérience, et je pense que ça va tenir, parce que l'idée c'est pas soutenir le poids, parce qu'en fait elle se tient quand même un petit peu aux extrémités, étant donné que j'ai coupé un peu plus long que la longueur que j'ai de nécessaire, ce qui fait que ça épouse bien les côtés. Donc l'idée c'est juste de faire un petit maintien en dessous. Donc je pense que la ficelle avec quelques clous, en effet, c'est une solution qui peut être convenable. Donc on va la mettre en pratique. Au fur et à mesure, je vais aussi découper les plaques d'OSB pour pouvoir les installer. Le problème c'est que ma panne n'est pas forcément très parallèle au mur. Donc je vais faire au plus près, au plus juste. Mais de toute manière, ça va pas forcément être jointif au millimètre. Et puis c'est pas non plus l'idée, hein, c'est pas une maison EBC. Donc voilà, l'idée c'est que ça soit collé au mieux là-dessus et puis on va voir ce que ça donne, ce qu'on arrive à faire. Donc au fur et à mesure, je vais mettre mes lithos sur les murs et sur les pannes. Je vais mettre ma laine de verre, je vais mettre mon fil pour la tenir et je vais mettre mes plaques d'OSB. Et progressivement, je vais tenter de me décaler de manière à pouvoir aussi redéménager tout l'atelier avec tout ce qui peut me gêner. Donc je vais faire un espace, je vais le réinvestir, je vais faire un autre espace et ainsi de suite. Je vais tout décaler comme voilà. Ça va, je pense que c'est la meilleure solution. Donc c'est parti, OSB. Étant donné que c'est pas forcément parallèle comme je vous l'ai dit, je pense que la scie plongeante avec rail va être l'outil le plus approprié. Et puis de toute manière, comme d'habitude, on s'adaptera si on voit que c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Allez, c'est parti, rendez-vous à la fin sur Copo & Co pour voir l'état d'avancement du chantier.
Allez, salut à tous, à titre exceptionnel, je vais faire une petite voix off, c'est pas trop dans mes habitudes, mais bon, vous l'avez compris, la vidéo va être quand même une répétition de tâches qui se ressemblent, et l'idée quand même c'est d'apporter un petit plus à ça, donc je pensais voilà, vous faire part un petit peu en temps réel des difficultés que j'ai rencontrées. Ce sera plus simple avec la voix qu'avec du sous-titre. Alors, juste déjà pour vous mettre dans le contexte, il a fallu du coup que je fasse plusieurs découpes dans les plaques d'OSB parce que forcément elles n'étaient pas assez larges pour combler l'intervalle qui était nécessaire. Ça fait à peu près 1m30 à chaque fois qu'il fallait combler. Et histoire de ne pas perdre à chaque fois la chute précédente, et bien lorsque je me retrouve avec une chute, et bien en fait je la collais directement avec le début de la plaque suivante, de manière à avoir la longueur nécessaire. Et puis surtout pour faciliter la pose, et bien à chaque fois j'ai fixé ces deux morceaux ensemble par des petites chutes de contreplaqué et des vis. De cette façon j'avais un seul élément à tenir et à visser, et ça c'était vraiment plus pratique. Donc c'est la première petite astuce de cette pose de mon isolation. Alors franchement ce système a très bien fonctionné, ce qui fait que bon, déjà avoir une plaque à bout de bras au-dessus de la tête c'est pas évident, mais du coup avoir une seule plaque qui se tient plutôt que deux chutes, c'est quand même vachement plus pratique, et donc je vous recommande si des fois vous êtes amené à faire ça. Alors j'en profite, hein, vous avez vu il y a déjà des prénoms qui sont apparus, c'était prévu, ils avaient mis mes contributeurs en échange de leur contribution que leur nom apparaîtrait sur mes matériaux dans mon toit, donc voilà, j'ai tenu ma promesse. Au fur et à mesure j'ai fait ma petite écriture, ma plus belle calligraphie a été sortie pour l'occasion, donc vous allez voir dans cette vidéo et surtout aussi dans les prochaines, parce que j'ai pas encore fini, donc forcément je suis loin d'avoir écrit encore tous les prénoms et posé toutes mes plaques, les prénoms de tous les contributeurs que je remercie une nouvelle fois. C'est grâce à eux tout ça, donc voilà. Pour passer à la suite, bon, vous allez voir que j'ai pas mal galéré pour poser cette laine. Alors bon, il y a des laines qui se tiennent beaucoup mieux, c'est-à-dire que par exemple chez nous, eh bien on avait une laine, une fois qu'elle était tendue, elle se tenait toute seule, même au-dessus du vide. Bon là j'ai pris une laine qui coûtait un petit peu moins cher, donc forcément elle est un petit peu plus souple, mais bon il suffisait juste de s'adapter. Alors pour m'adapter, la première fois, vous l'aviez vu dans la dernière vidéo, j'avais posé des litots en travers, que j'avais vissé, et ça la soutenait de façon extrêmement parfaite. Donc cette fois-ci j'ai voulu tenter de faire comme un petit filet de protection avec du fil, et ça s'est avéré beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre que je le pensais. Donc à chaque fois sur mes litos que j'ai fixés, j'ai mis des petites pointes. Et l'idée c'était au fur et à mesure que je pose ma laine d'entourer le fil de pêche en faisant des zigzags de part et d'autre, d'un lito à l'autre, et en entourant le fil de pêche autour de chacune de mes pointes. Le problème c'est que même en écrasant au fur et à mesure mes pointes avec un marteau, celles-ci elles avaient toujours tendance un petit peu à tourner, et du coup des fois le fil avait tendance à sauter. Donc je vous avoue que c'était pas forcément pratique, et puis avoir la main qui tient la laine, l'autre qui essaye de mettre le fil de pêche tout en tapant avec le marteau pour enfoncer le clou, et ben tout ça c'était pas évident, et j'ai mis longtemps à avoir la bonne méthode. Et en fait la bonne méthode, vous allez le voir, hein, c'est en fin de vidéo, on voit vraiment l'avant-après qui est flagrant, et ben c'est que tout simplement au début, lorsqu'on met la laine, si elle ne se tient pas comme c'est le cas actuellement, et ben il faut pas hésiter de part et d'autre à mettre un bout de bois tout simplement qui va faire une sorte d'attelle, et pendant que le bout de bois tient la laine, et ben on a les mains libres tout simplement pour mettre le fil de pêche. Alors quand on le dit comme ça paraît évident, ça paraît simple, mais quand on a la tête dessous pendant des heures, et ben l'idée vient pas toujours dès le début, et c'est bien dommage. Donc voilà, l'important c'est qu'à la fin je m'en sois mieux tiré, parce que je me suis pris la laine à quelques reprises sur le crâne, mais bon c'est pas bien grave, et puis ça a l'avantage de faire un petit vidéo gag pour vous tous qui me regardez, car oui, ça ne se passe pas toujours bien dès le premier coup. Voilà, c'est comme chez vous certainement, on n'y arrive pas toujours du premier coup, on se plante, on corrige, et puis ça va mieux après. Alors forcément j'ai eu quelques petites découpes à faire pour m'adapter à ce que je rencontrais. Donc au niveau des murs c'était surtout pour m'adapter au gain électrique. Et puis du coup au centre là j'ai mon petit rack à chute. Il a fallu que je m'adapte pour bien le contourner au plus près. Alors
De toute façon, à chaque fois, mais voilà, ma charpente, elle est pas forcément, les éléments sont pas parallèles entre eux, donc bon, alors des fois j'ai essayé de faire vraiment au plus juste, puis ça rentrait pas, donc j'enlevais un demi-centimètre, et là c'était n'importe quoi. Après il y avait vraiment du jour un petit peu de chaque côté, et bon, là où je me rassure, c'est que derrière je sais qu'il y a le litho, que tout est bien fixé contre le litho, donc même si la plaque d'OSB n'est pas totalement jointive à la charpente, je sais que derrière il y a un bois qui lui est bien jointif. Donc au final, bon, c'était assez chronophage, assez fatigant, si on va pas se le cacher, de monter descendre, souvent à plusieurs reprises pour ajuster au mieux. Mais bon, je trouve que ça commence à avoir vraiment un petit peu de l'allure. Alors, je suis loin d'avoir terminé, hein, parce que bon, je travaille à côté, j'ai ma vie de famille, donc je peux pas non plus y consacrer du 100%, mais on va dire que j'ai fait un bon tiers déjà. Et puis franchement, la scie plongeante, ça s'est trouvé être très pratique parce que vu la taille des panneaux, à la scie sous table, ça aurait pas été gérable, c'est trop encombrant pour passer. Donc là, ça se passe plutôt bien, je vais continuer sur cette lancée. Donc il faut savoir que je vais avoir du coup les 2 tiers qui restent à isoler, mais j'aurai aussi également 2 portes à poser pour parfaire le tout, parce que c'est vrai que la porte actuelle, c'est un peu une passoire. On peut limite y passer la main en dessous, donc voilà. Je pense que le résultat sera vraiment excellent. Là, au moment où j'ai posé, il faisait encore aussi chaud dehors que dedans, quoi. Donc un petit 6 degrés, c'était bon. Je me suis réchauffée à tout brasser. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Je faisais aussi quelques photos de temps en temps pour mettre sur la page Facebook. D'ailleurs, vous avez le lien sous la vidéo si vous voulez aller voir les petites photos exclusives, les petites vidéos, les choses comme ça. Ça vous fera une petite distraction si vous en avez besoin. En tout état de cause, voilà, c'est vrai que c'est un chantier qui prend du temps, surtout quand on est seul. Mais voilà, je serais bien contente que ce sera terminé, puis ça va vraiment avoir une fière allure, ça c'est évident. Alors pour revenir aux découpes, vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs tout à l'heure dans les extraits précédents, je me suis mis sur mon établi pour être à hauteur. C'est vraiment quelque chose que je ne regrette pas, parce qu'avec le nombre de découpes qu'il y avait à faire, le nombre de choses à brasser, et ben autant se mettre confortablement pour travailler. Et donc là c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Alors vous l'avez vu, hein, j'avais disposé des lithos à chaque extrémité de ma planche à découper, enfin ma plaque à découper, mais j'avais aussi mis un litho de chaque côté de la future incision. De cette manière, à chaque fois que je faisais une découpe, eh bien mes 2 nouveaux morceaux reposaient à chacune de leurs extrémités sur un litho, et du coup il n'y avait rien qui basculait, parce que le risque c'est toujours d'avoir la scie qui fait porte-à-faux d'un côté, la lame qui commence à toucher l'établi, etc. Donc là on avait vraiment 2 surfaces qui restaient bien stables, et c'est vraiment une chose à laquelle il faut faire attention. En ce qui me concerne, en plus moi sur mon établi j'ai pas que du bois, j'ai aussi ma scie sous table, donc je voulais en aucun cas que ma partie métallique touche avec ma lame. Donc voilà, ça s'est très bien passé, et c'est une méthode que je vais continuer à utiliser, parce que voilà, c'est très pratique, et ça coûte pas grand chose à mettre en application, donc voilà. Alors concernant les lithos aussi que j'ai fixés à ma charpente, vous l'avez peut-être vu, j'ai pré-percé. Alors j'ai fait des tests sans pré-percer, ça fonctionne aussi, mais c'est vrai qu'ils sont pas forcément très larges, et donc l'idée c'était d'éviter qu'ils n'éclatent, parce que j'utilise des vis qui sont quand même assez longues. De mémoire c'est des 5 par 70, donc elles sont vraiment, elles rentrent bien dans ma charpente, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est vraiment pré-percé. Par contre en ce qui concerne l'OSB, je pré-perce pas du tout, c'est-à-dire que je mets directement mes vis. Alors la plupart du temps c'est des 5 par 40, et de temps en temps je mets une 70 aussi pour assurer le coup, quand je vois que le litho risque d'être un petit peu loin derrière. Mais généralement ça plaque toujours bien. Donc si je prends des vis de 40, mon OSB fait peut-être 16 ou 18, je sais plus. Donc ça veut dire que j'ai encore au moins 2 cm de fichier dans le litho, ce qui est largement suffisant. De temps en temps je sécurise, mais voilà, il n'y a pas besoin de mettre des vis de 120 si en fait il n'y a pas plus que 40 à traverser, quoi. Bon, j'espère que vous êtes abonnés pour voir la suite, parce qu'il y aura encore pas mal de choses à voir, hein, donc entre la pose du reste de l'isolant, des portes, etc. Donc abonnez-vous, il suffit de cliquer en bas à droite de votre écran sur le petit logo ou sur le bouton s'abonner. Et puis dans le descriptif, vous pouvez cliquer sur le petit bouton plus pour tout voir, et vous aurez du coup le lien vers la page Facebook, vous aurez des liens par exemple pour aider la chaîne en faisant vos achats, pour que ça vous coûte rien mais que ça rapporte quelques centimes pour l'équipement d'atelier. Donc voilà, vous avez pas mal de choses à lire. Et surtout n'oubliez pas,
Faites plein de copeaux. À très bientôt.